Débat et controverse sur BFM Business. Guillaume Paul accueille les experts. Bonjour et bienvenue dans les experts. Grosse actualité, gros menu pour débuter cette semaine. On va commencer, pourquoi se priver, par un cocorico ou pas. D'ailleurs, on va demander à nos experts ce qu'ils en pensent aujourd'hui. En tout cas, vous savez, c'est fait. Le Rafale vendu à 24 exemplaires à l'Égypte. Signature officielle du contrat aujourd'hui du côté du Caire en présence du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. La Grèce, nouvelle réunion de l'Eurogroupe aujourd'hui à Bruxelles. Celle de mercredi dernier ne s'est pas très bien passée entre Yanis Varoufakis, le ministre grec, et ses homologues. On n'a pas forcément envie de dire qu'il s'agit encore de la dernière réunion, la réunion de la dernière chance, mais on a surtout envie de continuer à se demander s'il peut y avoir un accord de moyen-long terme s'agissant de cette dette qui est absolument pharaonique, on le rappelle, plus de 300 milliards d'euros. Pendant ce temps, Emmanuel Macron et le gouvernement se préparent à l'épreuve du feu avec le passage demain à l'Assemblée de la loi Macron, vote solennel. Dans un climat assez tendu, puisque les discussions l'étaient tout au long de ce week-end, y aura-t-il d'autres lois de la même envergure que la loi Macron d'ici la fin du quinquennat? François Hollande a semblé dire que non. En faudrait-il néanmoins pour doper une économie qui fait un petit peu de surplace, plus 0,4%, nous a dit l'INSEE en fin de semaine dernière. Voilà le programme non exhaustif des experts jusqu'à 10h. Avec nos invités que je vous présente ici en studio. D'abord Henri Pijac est avec nous. Henri, bonjour. Bienvenue, directeur de la lettre Ilissos, ancien patron de l'AFP, co-auteur de Dépasser les illusions d'un quinquennat à l'autre aux éditions Ilissos. Stéphane Van Nuffel est avec nous. Stéphane, bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral overblog.com. Et puis Henri Stardignac est avec nous. Bonjour Henri. Bonjour. Bienvenue, économiste à l'OFCE. Messieurs, cocorico ou pas, vous allez me dire, le Rafale, enfin vendu 35 ans après son premier vol, 11 ans après être entré en service auprès de l'armée française. Et aujourd'hui, Henri, voilà, l'Égypte, la première, se lance dans le grand bain. Est-ce que vous avez envie de dire cocorico, vous, Henri, aujourd'hui, ou pas plus que ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas, allez. Ne boudons pas notre plaisir. Il n'y a pas, absolument. La vente d'armes, bon, c'est très bien, ça fait beaucoup d'emplois, c'est surtout... Ça fait polémique aussi, oui. Oui, bien sûr. Mais je dirais, enfin, c'est un succès. Et c'est un succès, moi je dirais, ça m'inspire deux choses principalement. La première, c'est une invitation à mesurer tout ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Parce que on l'oublie un peu, l'armement, ça n'est pas bien, ça tue des gens, etc. Bravo, en effet. Mais bravo pour l'indignation. Mais ça entraîne derrière beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. Et il ne faut pas oublier que dans l'économie moderne, et pas seulement moderne d'ailleurs, l'armement a souvent été une locomotive. Donc le Rafale, très bien. Dans le cas particulier du Rafale, on a souvent, je trouve, négligé peut-être dans l'analyse du problème, un des aspect qui était celui du financement. Oui. On a souvent mis en valeur dans les échecs des négociations précédentes le fait que la sous-traitance, d'une part, la délocalisation, le transfert d'industrie et de compétences était un blocage. En fait, on réalise là, avec ce genre de clients, que la question majeure, c'est le financement. Et il ne faut pas se faire d'illusions, ce qui a débloqué l'affaire, indépendamment des circonstances politiques particulières, qui ne sont pas négligeables, qui existent, mais ce qui a débloqué l'affaire, me semble-t-il, c'est d'avoir pu trouver un système de financement qui laisse beaucoup de risques à notre pays. Ne nous faisons pas dire... Avec la COFAS à hauteur de 60%, je crois. Voilà. Mais ça n'est pas une première. Il y a eu d'autres cas dans lesquels on a vendu des choses en prenant nous-mêmes les risques financiers. Et l'autre intérêt, c'est que l'Égypte, manifestement, peut entraîner d'autres commandes dans la région avec les mêmes conditions politiques favorables. Il y a toujours une grosse négociation en cours avec l'Inde et là on porte sur 126 appareils. Donc c'est pour le coup, c'est donc industrie de pointe, succès d'industrie de pointe et succès d'exportation. Stéphane, vous dites, voilà, c'est la reconnaissance finalement d'un savoir-faire qui est certain, qui a été longtemps méconnu, mésestimé, ou là, est-ce que vous dites que vous auriez préféré, vous, peut-être que la France s'illustre par un succès dans un autre domaine technologique aujourd'hui, finalement? Non, alors, je vais rebondir sur ce que dit Henri, c'est très intéressant. Moi, j'ai une analyse qui est très simple là-dessus, c'est, cocorico technologique, le Rafale, bon, c'est vrai que c'est un petit peu tard et qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est pas trop tard à l'arrivée finalement de ces contrats commerciaux. Vraisemblablement, c'est le meilleur avion de la planète, donc il a à peu près toutes les caractéristiques qui font qu'il vieillira mieux que les autres, puisqu'il n'est pas dépassé malgré sa création il y a plus de 30 ans et sa mise en service. Sur un créneau très concurrentiel, les monoréacteurs, je crois, voilà, c'est pas simple, ça va pas être simple. Je suis pas un spécialiste, mais vraisemblablement c'est un avion qui répond à énormément de terrains d'opération, je crois qu'on dit comme ça, donc en fait il peut attirer énormément de clients, son coût est très élevé, donc l'intervention finalement des pouvoirs publics également dans le financement et dans la façon dont on vend
c'est-à-dire l'intelligence commerciale au service de la géopolitique, parce que l'armement c'est de la géopolitique, est très intéressante sur ce sujet. Moi je rebondis sur ce que vous disiez. La France a toujours eu, comme ça, au niveau mondial, la capacité d'être un peu le fer de lance de certaines technologies. On ressort le TGV, le Concorde, etc., le nucléaire, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'État, pour une fois, et c'est pas moi qui vais défendre l'intervention de l'État, mais je trouve que l'État, pour le coup, là, a joué son rôle. C'est-à-dire qu'en gros, il a insufflé le développement, bien sûr en subventionnant l'industrie de l'armement, et surtout a maintenu ce projet en étant l'unique client et le principal client de Dassault pendant toutes ces années. Alors on peut se dire c'est une gabegie financière, sauf que là pour le coup, si ça déclenche réellement l'Égypte, si ça déclenche derrière l'Inde, si ça déclenche le Brésil, et que grâce à ça la France reprend un peu pied au niveau international avec une technologie intelligente, une technologie de pointe, moi je trouve que ça valait le coup et réellement à ce moment-là de faire ce type d'investissement-là, qui sont d'un point de vue mondial très importants pour le positionnement national et des technologies nationales, parce que ça amènera d'autres clients sur d'autres secteurs que l'armement. Et il y a d'autres entreprises dans l'écosystème de Dassault, évidemment, Rafale, qui profitent de ces contrats. C'est vrai que des échecs, il y en a eu beaucoup. Maroc, Corée, Brésil, Singapour, Suisse et Pays-Bas. Henri Sterdignac pour le FCE, comment vous regardez cette séquence sur le Rafale? Vous avez envie de dire cocorico, vous Henri, ce matin ou... Vous savez, on peut avoir deux points de vue très différents. D'une part, la France joue un rôle important au point de vue du gendarme du monde. On le voit en Afrique, on le voit au Moyen-Orient. Donc, ça suppose qu'on a de l'armement et donc ça suppose effectivement qu'on développe ce genre d'industrie. Bon, de l'autre côté, il faut voir que c'est absolument pas glorieux. C'est absolument pas glorieux parce qu'on vend à des pays pauvres des armements inutiles, coûteux, qui ne peuvent servir à rien ou à faire la guerre. On va convaincre l'Inde de gâcher de l'argent pour acheter 126 Rafale. Ensuite, pourquoi pas le Pakistan qui va être obligé d'acheter des armements sophistiqués à tel ou tel autre fournisseur. Ça fait partie du gâchis mondial. En plus, c'est nous qui prenons les risques. On peut espérer qu'un jour, il y aura un gouvernement un peu plus démocratique dans ces pays en Égypte et qui ne nous remboursera pas. De même que, il est assez logique que les Grecs ne payent pas l'armement qu'ils ont acheté à l'Allemagne ou à la France. Donc, du point de vue financier, l'opération est un peu bizarre. Ensuite, les soi-disant retombées de l'industrie armement, bon, c'est quand même un peu fictif. On aurait été beaucoup mieux si effectivement l'effort que vous reconnaissez, on l'aurait fait dans d'autres domaines plus porteurs que l'armement, qui est quand même un secteur particulier. Les retombées technologiques, on les voit pas tellement. C'est peut-être une impasse dans laquelle on s'est engagé. Il y a l'idée aussi que le gouvernement égyptien était avant tout pressé de conclure ce contrat pour asseoir rapidement son autorité. Mais ça, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Donc inauguration, enfin signature officielle du contrat aujourd'hui du côté du Caire. La Grèce... C'est que la France, du coup... à deux casquettes, d'un côté marchand d'armes, de l'autre côté un rôle diplomatique, et quand on mélange les deux, c'est quand même gênant pour notre diplomatie. Je ne sais pas si Fabius fait une politique étrangère de paix ou s'il vend des armes. Ça n'est pas un débat nouveau, effectivement. La Grèce, justement, vous en parliez, Henri, on y vient. Réponse courte, messieurs, il nous reste 10 minutes avant la pause pour parler de la Grèce. Ça ne sera pas trop. Nouvelle réunion des ministres des Finances, on le disait aujourd'hui, à Bruxelles. Celle de mercredi dernier ne s'est pas très bien passée. Enjeu prioritaire pour la Grèce, on rappelle, avant de décrocher éventuellement un accord pour alléger sa dette, mais ça sera encore du long terme. Déjà à court terme, pouvoir se financer. La pendule tourne, l'actuel programme se termine le 28 février prochain, c'est dans 12 jours. On est en train de négocier un accord relais pour se mettre d'accord ensuite sur le plus long terme. Stéphane, comment est-ce que vous voyez les choses? À quoi joue-t-on de part et d'autre, du côté de la Grèce, du côté des partenaires européens? D'abord, moi qui ne suis pas un grand spécialiste de la Grèce, déjà je vais vous dire que j'ai juste quelque chose qui m'impressionne, c'est le niveau du gouvernement grec. Je les trouve d'un point de vue négociation. Ils sont bons. Je les trouve bons, en fait. Voilà. Je ne retiens jamais Varoufakis, c'est ça. Yanis Varoufakis, voilà. Je trouve je partage pas du tout leurs convictions, je partage pas du tout l'idée qu'ils ont de ce qu'ils vont faire de la dette grecque. Je vais juste développer mon sentiment juste derrière, mais je voulais juste marquer le point parce que je les trouve très bons. En fait, c'est un pays qui
qui aujourd'hui a très peu d'armes et finalement ils se bagarrent et ils ont peur de rien en fait. Je trouve ça très bien qu'en fait c'est rassurant sur le fait qu'à un moment donné... Ils n'ont pas le choix, ils ont été élus pour ça Stéphane, ils ont été élus pour ça, il y avait 30 000 personnes hier dans les rues d'Athènes pour les soutenir. Est-ce que vous voyez ça souvent, de 30 000 personnes dans la rue pour soutenir leur gouvernement? On a plein de gens qui sont élus pour plein de choses, on est des spécialistes derrière des gens sur des programmes qui s'empressent 2 mois après de contourner. Et la France pour ça est le champion national. Donc on est élu pour ça, oui. Pour le coup, ils sont pas dans la rue soutenir son gouvernement. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont entiers. Pour l'instant, ils sont entiers. Peut-être qu'ils vont plier. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que, vous savez, il y a un concept bouddhique de loi de causalité qui dit qu'en gros, grosso modo, il y a un mouvement général qui emmène la nature humaine vers une sorte de perfection et chaque humain doit s'y accrocher. Bon. L'Europe, moi, je vais le rapporter de façon très pragmatique à ça. Pour moi, il y a une notion de mouvement global, commun. Il y a un esprit commun européen. Il y a un esprit commun qui s'est basé sur le fait qu'il y avait des locomotives, des wagons, voire des petits wagonnets techniques qu'on a accrochés derrière parce qu'on s'est dit, par humanisme, voilà, on les a emmenés avec nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe tremble. Et vous avez dit, la dette colossale de la Grèce, j'ai souri, parce que la dette, elle est colossale pour les Grecs, au prorata du PIB grec. Bien sûr. Mais par rapport à la dette globale de l'Europe, et par rapport à ce que M. Draghi a annoncé, j'ai envie de dire, c'est pas si dramatique. On est plus sur du symbolisme. Là, la Grèce, c'est quelque chose de très grave pour moi et de très important. Ça va pas se régler aujourd'hui, c'est certain, parce qu'en fait, nous avons en face, sans parler d'orthodoxie allemande, parce que là, pour le coup, une fois n'est pas coutume, je vais plutôt me ranger du côté des Allemands. Pour le coup, ça fait 15 ans qu'on leur demande de faire des efforts aux Allemands. Alors c'est eux-mêmes qui se demandent. Ils ont dû absorber la RDA, ils ont eu énormément d'efforts à faire. Ce sont des gens qui l'ont fait. Ils ont des résultats, on peut les discuter. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, ils sont dans une phase expansive. Ils ouvrent des SMIC. Ils sont en train de travailler sur une politique de consommation. L'Allemagne est en train de se transformer intelligemment, c'est-à-dire qu'elle a posé des bases avant de commencer à dépenser son argent. Et on est en train de leur dire, ah ben non, il y a un pays dans l'Europe qui a fait l'inverse. Et qui c'est qui va devoir payer? C'est pas la France, c'est l'Allemagne qui va payer, parce qu'en gros la signature elle est allemande fondamentalement. La signature elle est allemande. Donc la question c'est, je comprends la souffrance des Grecs, je suis bien sûr sensible à tout ça, je comprends la souffrance des Espagnols, je comprends la souffrance des Italiens. Je dis juste à un moment donné, ça va être très compliqué à gérer ce problème, parce qu'il y a une notion d'humanisme. Clairement, il y a une notion de difficulté. L'austérité grecque, c'est une vraie austérité. La France à côté, c'est une rigolade. C'est une vraie austérité, c'est difficile. En échange de ça, ça fait 30 ans que les Allemands attirent la sonnette d'alarme sur les problèmes cadastraux, sur les problèmes de TVA, sur les problèmes de carte bleue, sur les problèmes qui sont aujourd'hui des conséquences. Il faut aussi avoir ça en tête. Henri Pijard, on n'arrivera sans doute pas à un accord aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que nous sommes partis pour des discussions marathon, ne serait-ce que jusqu'au 28 février, ne serait-ce que pour trouver un accord à très court terme, quelques mois? On nous explique que si l'accord du 28 février s'arrête sans aucune situation alternative, Henri, les Grecs tiennent 2 mois, grosso modo, sur leur trésorerie aujourd'hui. Oui, je ne suis pas très bon dans la divination, mais dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'il est difficile d'obtenir un accord, même pour une formule de transition, à très court terme, parce que il y a... On appelle un accord relais, voilà. Il y a des opinions publiques des deux côtés. Vous avez raison de dire qu'il y a 30 000 personnes hier, il y en avait 25 000 avant, il y en aura 30 000 ou 40 000 demain, etc. Mais il y a des opinions publiques aussi dans les autres pays d'Europe, en Allemagne en particulier. Donc je crois qu'au bout du compte, in fine, il y aura un accord de transition, mais qui sera un mauvais accord qui ne va rien résoudre et qui va laisser entier le problème grec qui est fondamental, c'est que les conditions d'arrivée de la Grèce dans l'euro n'ont pas été bien analysées et que rien dans ce qu'on peut imaginer comme accord provisoire ne permet de penser que l'on va résoudre le problème au fond. Donc le problème grec va demeurer. Alors c'est un problème à la fois politique, etc. Il y a un problème européen qui curieusement peut se résoudre de façon positive, car il est indéniable que ça conduit l'Europe à réfléchir beaucoup plus à son unité, à l'hypothèse de politique commune. Les messieurs nous font cogiter en accéléré. Ça, voilà. Mais il y a un problème qui reste dans tout ça et qui pour le coup dépasse la Grèce, c'est celui de la dette. On ne pourra pas faire disparaître la dette grecque et il n'est pas imaginable qu'elle soit remboursée. Mais on pourrait dire la même chose de la dette d'autres pays, y compris de pays beaucoup plus proches de nous. Donc, on aussi bénéficier d'un soutien, c'est l'Espagne, c'est l'Irlande, c'est Chypre, cette affaire grecque est une alerte dont je crois qu'elle conduira à un risque contrôlé, mais elle pose une question de fond qu'il faudra bien aborder. Que va-t-on faire de la dette des pays
dans le monde en général et des pays européens en particulier. Et ajoutons-le de la France. Henri d'abord, Henri Sterdinac pour l'OSS, que vous avez l'impression que ces messieurs Varoufakis et Tsipras nous font cogiter un petit peu en accéléré autour de ce débat sur l'austérité, Henri, finalement. Oui, d'abord, l'Allemagne n'a pas plus payé que la France, l'Allemagne n'a pas payé, et donc l'idée selon laquelle l'Allemagne devrait payer plus que la France, je ne vois pas quel serait son fondement. On a une Europe qui ne fonctionne pas, qui a abouti à un certain nombre de catastrophes. Il y a eu des montées de déséquilibre épouvantables jusqu'en 2007-2009. Ensuite, il y a une politique d'austérité qui a été catastrophique pour l'Europe en général, pour la Grèce, le Portugal, l'Espagne et même l'Italie en particulier. Et il faut bien à un moment donné se reposer la question, quelle stratégie en Europe? L'intérêt de la Grèce, c'est qu'elle pose la question de la stratégie en Europe. L'Allemagne ne peut pas avoir 7 points de PIB d'excédent et demander qu'on la rembourse. On ne peut pas rembourser un pays. Vous voyez bien qu'elle n'est pas prête à rouvrir ce dossier aujourd'hui. Elle n'est pas prête. On ne peut pas rembourser un pays qui veut absolument être excédentaire. Et donc l'Europe coince. Et donc on a le choix entre plusieurs stratégies. La pire, ce serait de dire après tout la Grèce est un petit pays, on s'en fout, on la laisse sortir. Éventuellement, on prend des mesures de rétorsion contre elle parce qu'elle ne nous payera pas les 320 milliards, ce serait tout à fait catastrophique. Et l'autre point de vue auquel il faut absolument arriver, c'est de dire il y a eu des erreurs qui ont été commises, c'est des erreurs grecques, c'est des erreurs européennes, il faut que l'Europe change. Et la Grèce, l'intérêt quand même du programme de Syriza, c'est qu'il est décidé à faire changer la Grèce. Syriza, il arrive au pouvoir avec un programme dans lequel il dit « je vais lutter contre l'évasion fiscale, je vais lutter contre la mauvaise gouvernance, je vais faire un programme... » Sur l'évasion fiscale, tout le monde est d'accord en Europe là-dessus. Je vais faire un mais c'est peut-être un des rares points sur lesquels tout le monde est d'accord. De renouveau industriel, donc on est obligé de le soutenir. Syriza, ce n'est pas les gouvernements précédents, ce n'est pas les classes dirigeantes qui ont amené la Grèce à la faillite. Donc, je ne vois pas, il faut absolument faire confiance à Syriza pour mettre en œuvre un programme de transformation de la Grèce. Et il faut, avec souplesse, guider un peu la Grèce, en même temps respecter sa dignité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre que la politique d'un pays soit faite par la Troïka. L'Europe coince de ce point de vue. Bon, alors Stéphane Van Nuffel, en 30 secondes, est-ce que Tsipras va faire bouger l'Europe alors pour vous? Oui, bien sûr, c'est très bien, parce que grosso modo, tout le monde va se poser des questions qu'on aurait dû se poser il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Ça, je rejoins Henri Pujabel parfaitement là-dessus. Je voulais juste dire, je ne suis pas là pour défendre les Allemands et je ne mange pas des petits Grecs au petit déjeuner, je vous rassure, cher Henri. Je dis juste à un moment donné, l'Allemagne est quand même, je vais pas la défendre, mais il faut quand même se mettre à leur place. Le problème de Syriza actuellement, c'est que oui, il y a l'évasion fiscale des grands armateurs. Oui. 90% des Grecs... consensus en Europe sur ce point, les armateurs. Ok, les armateurs. Je termine. 90% des Grecs ne payent pas d'impôts. On ne parle pas que des armateurs. Bien sûr, il faut taper sur les armateurs. Comme la France doit taper sur l'évasion fiscale de ses grands dirigeants, s'il y en a. Je dis, la question n'est pas là. La question, c'est que je veux bien, à un moment donné, qu'on pointe du doigt les responsabilités de l'Europe, les erreurs d'introduction de la Grèce dans l'Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? La Grèce a pu vivre grâce au taux d'emprunt du mark. Faut pas se leurrer. Donc, grâce aux emprunts à zone euro qui a fait converger les taux d'intérêt. Tsipras leur dit aux Allemands, grosso modo, on va travailler sur les problèmes structurels, et ça, je leur fais confiance, et j'espère qu'ils vont réussir à faire ce que les autres politiques grecques n'ont pas réussi à faire avant. En revanche, qui aujourd'hui finance la BCE à plus de 30%, qui finance le capital de la BCE à 27%, c'est l'Allemagne. Tous les pays financent la BCE en proportion de leur PIB. Donc il n'y a pas d'effet spécifique Allemagne. Le seul point, c'est que l'Allemagne a créé un déséquilibre en Europe parce que l'Allemagne a des excédents fabuleux. C'est un autre sujet. Je veux dire, l'Allemagne ne peut pas en même temps dire je suis un pays excédentaire, je ne veux pas relancer parce que j'ai des problèmes de retraite, et l'Allemagne n'utilise pas ses excédents, donc puisqu'elle ne les utilise pas, ces excédents automatiquement créent de la dette ailleurs, et les Allemands commencent à consommer. Une partie importante passe à la BCE qui est obligée de le reprêter. Je voulais juste finir mon propos. C'est sur le message, en fait. Quand les Allemands lisent ce que disent Tsipras sur les armateurs, les problèmes structurels, ils lisent aussi les premières choses qu'il veut faire avec l'argent qu'il ne va pas rembourser à très court terme, comme l'a dit Henri tout à l'heure. Le problème, il est là. Je suis d'accord avec vous sur le principe des responsabilités de l'Allemagne. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des fois même pas coutume, que je défends l'Allemagne. Ce que je veux juste dire, c'est attention à ce qu'ils vont faire. Si aujourd'hui, de façon relais, on réduit un petit
peu leur marge et on ralentit le remboursement de la dette à court terme, si c'est pour tout de suite augmenter les salaires, si c'est pour tout de suite faire une relance, comment voulez-vous que ce soit compréhensible par un pays qui est orthodoxe et qui depuis 15 ans a bloqué ses salaires par l'opinion publique? Je ne parle pas de la responsabilité. On va quand même donner des gages. Le problème, c'est un pays qui est dans la misère, il faut donner des signaux. Je suis d'accord. 30 secondes. On n'a pas le choix. Henri Pijat, 30 secondes pour refermer vraiment ce dossier grec et puis on fait la pause. Je crois que la question européenne n'est pas une question morale. Ça peut paraître choquant de dire ça. C'est une question de réalité. La réalité, c'est que l'Allemagne et un certain nombre de pays ont une conception de leur politique économique qui est ce que vient de décrire Stéphane. D'autres pays, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ont une autre conception. C'est ça le problème européen. Alors, est-ce que nous sommes capables, la question que pose la Grèce, est-ce que nous sommes capables de réunir les deux? On a fait semblant de penser, depuis 15 ans, que c'était compatible. Non, ce que révèle le problème grec, c'est que ça n'est pas compatible. Alors, il va falloir faire des choix. On ne va pas les faire à chaud, mais il va falloir les faire un peu après. Allez, messieurs, on marque une pause, 9h28 sur BFM Business. On se retrouve dans un instant, on va parler de la loi Macron. Ça va nous détendre. À tout de suite.